Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir l'auteure Aline Apostolska. Bonjour Aline, vous allez bien? Oui, ça va très bien, Amélie, et vous? Ben oui, très très bien. J'ai envie de vous présenter à mes auditeurs. Alors, vous êtes journaliste, éditrice, écrivaine française, conférencière, également historienne de formation. Vous vivez à Montréal depuis 1998 et en France, vous avez été journaliste, animatrice de radio et directrice littéraire. Et au Québec, vous avez travaillé pour Radio-Canada jusqu'en 2004. Et depuis quelques temps, bien, vous écrivez. Vous êtes rendu, je crois, à 35 livres, autant des romans, des récits, des essais, de la poésie et même de l'astrologie et des biographies. Oui, en fait, c'est à l'envers. J'avais commencé par être plutôt dans le domaine du développement personnel aussi comme directrice littéraire, et puis j'ai fait une série d'astrologie il y a 20 ans qui continue à se vendre. Puis je suis retournée à la littérature à partir de 97 et maintenant je suis française et canadienne, j'ai une double nationalité. Et puis oui, c'est ça, puis j'étais à la presse aussi de 2001 à 2014. Et j'ai aussi écrit dans beaucoup de journaux féminins québécois. J'anime une émission à la télévision où j'interviewe. J'ai des grandes entrevues avec des chorégraphes parce que je suis aussi spécialiste de en danse contemporaine. Voilà, exactement. Et puis oui, mais c'est vrai que depuis quelques années, je dirais depuis que j'ai eu le prix du gouverneur général 2012 pour mon livre Un été d'amour et de cendres, j'ai la chance considérable de faire plusieurs livres par an, à peu près 3-4 par an maintenant, et donc d'avoir aussi des commandes, etc. Et c'est pas du tout, c'est pas le cas du Cœur Bleu. Le Cœur Bleu est arrivé en plus du programme éditorial que j'avais à faire, parce que c'est plus dans une urgence et que c'est quelque chose de beaucoup plus intime et de beaucoup plus proche de moi que les autres livres, comme par exemple j'ai ma série de thrillers historiques. L'année dernière, en avril, j'ai publié L'île noire de Marco Polo, le tome 2, Les steppes de Genghis Khan. Ça, c'est aux éditions Édito, pareil en avril. Mais le Cœur Bleu est venu s'ajouter à ça parce que ça a suivi en fait des événements de ma vie personnelle. Et c'est mon 38e livre. 38? Je sais, je ne fais pas mes 90 ans, mais... Parlons-en du Cœur Bleu, justement, c'est basé sur une histoire vraie, un peu votre histoire à vous, je crois. Oui, absolument. Non, pas un peu, mais c'est un roman parce que, bon, vous savez, les écrivains écrivent toujours des choses d'après des histoires vraies, puis il y a toujours une base autobiographique d'une manière ou d'une autre. Celui-là est particulièrement proche. Je dirais qu'en fait, ce qui détermine, c'est la distance. Il y a une distance plus ou moins grande et des couches de fiction plus ou moins importantes entre les événements réels, la transposition des personnages et l'histoire que vous racontez. Alors ça dépend des romans. Mais celui-là, je dirais, est un roman qui est plutôt proche du récit autobiographique. Pas totalement, parce qu'évidemment, c'est exactement mon histoire, mais il y a des choses qui sont grossies ou diminuées. Évidemment, les protagonistes s'appellent Roméo et Juliette pour des raisons. En fait, parce que Roméo et Juliette est l'archétype de l'histoire impossible. Et c'est une histoire, celle que je raconte, où tout concourt pour que l'histoire soit pas possible. Et pourtant, finalement, elle est possible. Et tout ce qui rendrait cette histoire impossible, finalement, finit par la nourrir. Mais j'ai tenu à garder le côté Roméo et Juliette, parce que c'est aussi une histoire romantique, plus grande que nature, etc. Parlons-en de cette histoire-là. Juliette, c'est une femme dans la cinquantaine qui va tomber amoureuse de Roméo, qui est un danseur qu'elle va rencontrer dans le Sud, qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Oui, qui a 15 ans de moins que moi. Moi, je suis au début de la cinquantaine et lui, en fait, moi, j'ai 52 ans et lui, il a eu 37 ans hier. Donc, il existe et moi aussi. Et donc, c'est ce qui est beau là-dedans quand on le sait, que ça c'est arrivé pour vrai et que ça vous arrive à vous, là. Ouais. Que ça peut arriver, ce genre d'histoire-là. Oui, ça peut arriver au-delà des clichés et au-delà du fait que c'est pas du tout dans mon pattern. Et en fait, dans ma vie, à moi, il y a 2 hommes dans ma vie qui ont été plus jeunes que moi. C'est comme les 2 exceptions qui viennent confirmer la règle,
qui est que j'ai toujours été avec des hommes plus âgés, voire pas mal plus âgés. Mais quand vous êtes très jeune, c'est difficile que les hommes soient beaucoup plus jeunes que vous. Alors quand plus vous vieillissez et plus soit ils sont de votre âge, soit ça se rapproche en fait. Et le premier homme de ma vie qui était plus jeune que moi, c'est le père de mes fils, donc c'est pas n'importe qui quand même, qui a 12 ans de moins que moi. Et ben, on est séparés, il est à Paris, etc. Justement, moi, je suis venue au Québec il y a 16 ans avec mes 2 fils, après ma séparation avec le père de mes enfants, qui restait à Paris comme le reste de ma famille. Et puis maintenant, Roméo, qui s'appelle pas exactement Roméo dans la vraie vie, mais en tout cas voilà. Donc c'est ces 2 exceptions. Mais c'est pas vraiment pas du tout quelque chose, une histoire à laquelle j'aurais pu croire. Puis j'ai eu du mal à y croire en fait. J'ai toujours du mal à y croire. Pourtant elle existe parce qu'évidemment le cœur bleu c'est situé dans un court laps de temps. Ça se passe sur à peu près 4 mois. Et puis j'ai mis un point au roman parce que ce que je voulais raconter c'est tous ces événements incroyables qui ont eu lieu de février à fin juillet 2015. Donc en plus c'est très proche, mais l'histoire elle a continué et seulement cette histoire-là qui continue en fait, j'ai pas forcément envie de la rendre publique. Ce que je voulais rendre public, c'était le début de l'histoire. C'est le début des histoires qui est toujours extraordinaire et j'ai eu envie de le partager, ce que je n'étais pas du tout obligée de faire évidemment. Mais j'ai eu envie de le partager parce que justement, je trouvais que c'était une histoire. Il se passait tellement de choses auxquelles je comprenais rien. Sur tous les plans, pas seulement l'histoire d'amour, mais l'histoire d'une maladie qui est arrivée après, dans la foulée, etc. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, non mais attends, là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'y comprends strictement rien. Et souvent, les écrivains, quand ils comprennent pas, ils s'assoient, puis ils disent, bon, ok, reprenons l'histoire depuis le début. Et puis, ils écrivent, et à fur et à mesure qu'on écrit les choses, en fait, on essaie de mettre de l'ordre là-dedans et de comprendre ce qui arrive. C'est Nancy Houston qui dit « Quand je ne sais pas quelque chose, j'écris un roman ». Et donc, c'est vraiment dans cette démarche-là qui m'a permis aussi, parce que j'étais malade pendant ce temps-là, ou du moins on m'a dit que j'étais malade, de me sauver la tête aussi, juste de pas perdre la tête. Parce qu'on pensait que vous aviez un cancer. Je sais pas si c'est la même histoire que dans Le Cœur bleu. C'est exactement la même histoire. Okay. C'est la vraie histoire. C'est-à-dire que, bon, pour reprendre les choses dans l'ordre, j'ai rencontré quelqu'un en février 2015, donc dans le sud, alors que j'allais donner, pas dans un resort, mais je donne des ateliers d'écriture. À Cuba, en fait. Même si dans le livre, je nomme pas le lieu parce que ça pourrait être n'importe où, en fait. Et puis, c'est aussi pour ça qu'il s'appelle Roméo et Juliette, parce que ça pourrait être n'importe qui, ça devient une histoire universelle. Et donc, je donnais des ateliers, et puis je venais de me faire opérer des hanches, ça c'est très important. Parce que j'ai beaucoup dansé dans la vie, j'étais aussi une danseuse professionnelle, et ça faisait 2 ans que je pouvais plus danser parce que j'avais les hanches cassées. Et donc, je me suis fait opérer les 2 hanches à l'automne 2014, et le médecin m'a dit, waouh, mollo, vous allez pas vous mettre à danser tout de suite, faut attendre au moins 6 mois. Et là, donc, moi, j'étais là, le soir, après avoir donné les ateliers et tout, et puis il y avait de la musique, et puis j'avais envie de danser, mais j'étais là sur mon tabouret, puis je me disais, non, le médecin a dit qu'il fallait pas danser. Puis là, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit, ok, si tu descends pas de ton tabouret, tu vas jamais savoir si ça marche ou pas. Donc, je suis descendue de mon tabouret, et j'ai commencé à danser. C'est tout. Mais je voyais pas qui faisait de la musique et d'où venait la musique. J'ai commencé à danser quand ça a duré 1 journée, 2 journées, 3 journées. Et le 3e soir, s'est matérialisé devant moi un grand, beau jeune homme qui m'a tendu la main, qui parlait qu'espagnol, alors que moi je ne parlais pas un mot d'espagnol, donc. Et puis qui m'a invité à danser. Donc on s'est mis à danser, et puis bon, une histoire d'amour est née de ça dans la semaine qui a suivi. Je suis retournée à Montréal, je suis retournée le voir, je suis retournée à Montréal, et finalement en avril, là on était en février, là on est en avril, et un jour j'ai fait une grande hémorragie pulmonaire, grosse, tellement grosse que on m'a annoncé que j'avais un cancer du poumon, que j'avais pas le droit de prendre l'avion alors que je devais partir pour l'Europe, et que je devais rester tranquille sur mon canapé. Ce que j'ai fait pendant 3 mois. Pendant 3 mois, pendant que les médecins faisaient des investigations de tout mon corps jusqu'à ma dernière cellule,
Forcément, eux, ils faisaient un bilan de santé. Moi, je faisais un bilan de ma vie en me disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Et c'est à ce moment-là que j'ai regardé comment lui se comportait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là, alors que il peut pas venir me rejoindre, mais il me téléphonait tous les jours, il m'écrivait tous les jours, il m'envoyait des messages extraordinaires. Puis, d'une certaine façon, ça m'a non seulement aidé, mais sauvé. Et là, je me suis dit, OK, je peux pas bouger d'ici, donc je vais écrire l'histoire, parce que je suis écrivain après tout. Donc, je l'ai transformé en roman. Et en un roman où l'amour, en fait, vient sauver la vie. Et mais c'est rare les moments où on se retrouve vraiment, je dirais, presque au premier degré. L'amour, la mort, la vie, point. Comme c'est la base, en fait. C'est comme si on retournait à l'essentiel des choses. Et c'est ça que j'ai eu envie de raconter. Est-ce que ça a été facile à écrire? Ça a été facile à écrire. Je sais pas, parce que finalement c'est un livre très écrit aussi, c'est-à-dire que évidemment il y a un style. Là, et puis là aussi c'est aussi là que j'ai décidé d'apprendre l'espagnol, parce que je me suis dit ok, là ça peut pas durer comme ça. Lui il m'écrivait des poèmes, il a une tendance à écrire beaucoup de poèmes, alors que moi je suis plutôt romancière. J'ai fait un recueil de poésie, mais pas tellement. Je suis pas une fille très romantique, je suis plus romanesque que romantique. Alors que lui, et puis c'est un musicien, alors il est là-dedans. Puis là, il s'est mis à m'écrire des poèmes, puis j'ai répondu, puis là j'apprenais l'espagnol, maintenant je parle espagnol. Et donc, etc. Et puis finalement, ces poèmes sont dans le livre aussi, parce que ils étaient très importants pendant cette période-là. Donc je veux dire, c'était facile à écrire, oui, parce que j'ai suivi ce que je vivais, mais en même temps, j'ai beaucoup travaillé sur le style, sur le rythme, sur ce que je disais, puis c'est une réflexion. Je fais pas que de raconter la chose, je l'ai analysé aussi, puis j'arrivais pas à me dire comment c'est possible que tu sois avec un mec qui a 5000 kilomètres, puis qui finalement, lui, il est croyant en plus, donc tous les jours, il allait à l'église, prier pour moi, et puis il y croit dur comme fer, alors que moi je suis pas croyante, et puis tout ça existait en même temps, mais en même temps je suis écrivaine et puis je suis journaliste, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'écriture. C'est pas parce que ça m'est arrivé ou c'est pas parce que ça vous arrive que vous devez pas en faire une véritable œuvre littéraire et que vous devez pas faire attention au style. Non, au contraire, je dirais, au contraire. Donc j'ai travaillé sur ce livre-là autant que sur n'importe lequel de mes autres livres, et en plus il est traversé par toute cette poésie qui est dans le livre et qui est comme une chanson en fait entre nous. Et mon éditrice Pascale Morin, mon éditrice de Recto Verso, elle m'a dit on va les garder en espagnol. Alors évidemment les poèmes sont traduits à la fin du livre, mais dans le corps du texte, ils sont restés en espagnol parce que ça fait une sorte de musicalité aussi. C'est ce qu'on voulait. Si vous me permettez, Aline, on s'arrête et on continue de parler du Cœur bleu au retour. Oui.